Fabien, merci de ta patience. Avec plaisir. Il faut savoir que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à avancer. Mais tu, pour moi, es l'incarnation du zen, car tu ne t'es pas énervé face à mon incompétence. Et merci, je t'en remercie. Ne te fais pas du mal comme ça. Rien que t'as vu, t'en zen, t'as vu comment on est là, si on n'est pas bien. C'est vrai. Heureusement que je suis avec un spécialiste de la psychologie positive et un auteur aussi. Oui. Et on a parlé tout à l'heure et on le répète à cause de mes petites bévues techniques, mais tu as écrit un manifeste. Manifeste. Petit manifeste du rebelle engagé. Avec un sous-titre de l'indignation positive, il est important. Je parle de celui-là parce que, d'abord parce que tu parles beaucoup de bonheur. Oui. On sent que c'est un thème central dans ta vie. C'est vrai. Dans ce manifeste, tu as mis beaucoup de tes apprentissages de la vie, de ton développement personnel jusqu'à ton engagement citoyen. Alors je dis ton, mais c'est adressé à tout le monde. Hein. C'est un petit roadmap, comme on dit en anglais, un guide. Oui. Et tu inclus, donc tu as étudié la psychologie positive et aujourd'hui tu enseignes. Tu es coach, c'est ça? Oui, alors j'ai étudié, c'est beaucoup dire. Oui, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment d'études. Il y a des choses qui se montent actuellement sur la psychologie positive, mais il n'y avait pas vraiment, tu vois, surtout il y a 10 ans, il n'y a pas vraiment de cursus, on va dire, de psychologie positive. Mais disons que je me suis rendu compte que c'était, si tu veux, mon approche de coaching, mais, puisque je suis coach, je vais peut-être en dire deux mots, je ne sais pas, mais tu vois, ma philosophie de la vie correspondait bien à ce qu'on retrouve dans la définition de la psychologie positive, en effet. Ouais. Donc je me suis dit, mais oui, c'est là, quoi, tout est dans ce terme-là. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Parce que c'est pas ce que tu faisais avant. Avant, tu étais directeur informatique, c'est ça? Je devrais savoir. Oui, c'est ça. C'est ça, j'étais directeur informatique. Oui, en effet, il y a 12 ans, jusqu'il y a 12 ans, j'étais directeur informatique à Vienne, en Isère, entre Lyon et Valence. Puis j'étais dans une logique de vie assez classique, finalement, de notre société occidentale. J'en voulais plus, je voulais faire un MBA, je voulais devenir ensuite dirigeant d'entreprise, tu vois. J'en voulais plus, mais j'en étais pas conscient, que j'étais dans une espèce de piège comme ça, tu vois, ce piège du toujours plus que je décris maintenant. À l'époque, je ne le comprenais pas forcément. Et puis un jour, patatras, je perds mon épouse dans un accident de la route, d'une seconde à l'autre. Et puis évidemment, c'est rien de dire, tout s'écroule, c'est un énorme drame. J'avais 2 enfants en bas âge, 1 an et demi et 4 ans et demi. Et dans les temps qui ont suivi, très rapidement, j'ai eu l'impression que se dessinait face à moi la possibilité de 2 chemins, tu vois. C'est comme si vraiment j'étais sur une route et puis qu'elle se scindait en 2. Et j'avais le choix. D'un côté, la possibilité de vivre avec, de passer, de survivre plutôt que de vivre, tu vois, de mettre des cierges partout, des photos de ma femme défunte partout, etc. Tu vois, ce qui est quelque part pour moi l'antithèse de la vie. Et puis de l'autre côté, un chemin plus lumineux, quelque part le chemin, j'ai envie de dire du bonheur justement, en tout cas d'une certaine quête du bonheur. L'idée selon laquelle, oui j'ai été heureux, oui j'ai aimé, mais oui je peux de nouveau être heureux, oui je peux de nouveau aimer, et non c'est pas forcément vrai qu'on aime qu'une fois vraiment, tu vois, ce genre de choses qu'on entend traditionnellement. Voilà, un choix quoi, un choix, et c'est ce choix que j'ai fait. Et c'est pas trahir l'être aimé défunt que de vivre et d'être... ça doit être dur aussi Alors ce que tu dis c'est important, oui. Oui c'est dur, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que il y a ce que tu décris, c'est la culpabilité. Ouais. Et la culpabilité, elle a 2 sens. Elle a le vrai sens du coupable, je veux dire, le gars qui a tué quelqu'un d'autre, qui est coupable, mais aussi cette culpabilité psychologique qui est en lien avec juste rien, quoi. Tu vois, c'est comme les survivants du tsunami qui pour beaucoup, ont dû traiter cette culpabilité. Pourquoi suis-je encore vivant alors que tant de personnes sont mortes là-bas, tu vois. Donc en effet, il y a ça. Donc c'est moi face à moi-même. Il y a une forme de culpabilité. Alors maintenant, comme je te l'ai dit, je me suis découvert plutôt hyper optimiste. Je me disais des choses comme probablement que elle, là où elle est, je sais pas où c'est, mais comme je crois qu'il y a quelque chose, je sais pas exactement quoi après, mais je crois qu'il y a quelque chose, elle préfère probablement me voir construire une vie heureuse plutôt que de me morfondre. Maintenant, il y a aussi des autres. Parce que les autres personnes, parfois des amis, parfois des membres de la famille, ne comprennent pas forcément qu'on essaye de se relever vite, qu'on essaye un peu de faire la fête, qu'on essaye de sourire. Tu vois, il y a des personnes qui renvoient aussi cette culpabilité qui ensuite vient appuyer sur un truc intérieur. Du coup, c'est assez compliqué, il y a un prix à payer. En gros, ta peine n'est pas assez exprimée et assez grosse. À l'extrême, oui. Bon, heureusement, pas beaucoup de personnes qui m'ont renvoyé ça, mais quelques-unes, oui.
du genre, mais l'aimait-il vraiment pour qu'il puisse Parce que tu as refait ta comme ça vie. essayer de faire de faire la Bon, fête, on voilà, dit comme pas on... refaire sa vie, mais Ouais. tu as retrouvé On a l'amour. continué, je pense. Ouais. Oui, j'ai retrouvé l'amour, oui, j'ai retrouvé l'amour, et relativement rapidement. Et ça, il y a un côté, c'est vrai, qui est un petit peu dérangeant, quoi, je crois. Pas pour tout le monde, hein, heureusement, bien sûr, mais quand même un peu dérangeant parfois. Mais Ça vient renié. confronter les croyances de certaines personnes ou les souffrances de certaines personnes. Imagine la personne qui a vécu le même genre de choses dans sa vie, mais qui a fait l'autre choix. Ou peut-être qui n'a pas eu conscience d'avoir un choix possible. Hein. Je ne veux pas faire de malin, quoi. Je veux dire, j'estime avoir eu la chance de me dire, tiens, j'ai ce choix-là. Tu vois, la personne qui n'a pas eu cette chance-là, ou qui a fait le choix plutôt sombre, bah, je lui renvoie, à travers ma propre vie, ce choix qu'elle a fait un jour. C'est très très difficile. C'est plus facile d'aller me critiquer que de se remettre en cause soi-même. Et je peux comprendre, moi j'ai pas perdu forcément. Je me rappelle de quelqu'un que je connaissais à peine et la police nous a appelé à la maison la nuit et il a eu un accident de voiture et il est décédé. Bizarrement, je suis devenue un peu obsédée à faire vivre sa mémoire, alors que je le connaissais à peine. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. C'est pas seulement de la culpabilité, c'est garder vivant. Et peut-être que ça se mélange avec de la culpabilité, mais je peux comprendre que c'est quand même extrêmement déstabilisant, puis ça nous met face à notre propre mort. Absolument, ça nous met face à notre propre mort. Mais moi, personnellement, face à ma propre mort, tu vois, je ne sais pas si je la réalise vraiment, hein, parce que je pense qu'on s'en rend compte qu'une fois qu'on peut plus s'en rendre compte, en vérité. Mais ce que je me dis, c'est profitons de la vie justement qui est là maintenant. Et vis-à-vis de la fidélité, c'est ça qui est vraiment très très dérangeant. C'est ça bien sûr qui nous impacte quand on se pose ce genre de questions. La réponse que j'y ai apportée, mais qui est une vue de l'esprit bien sûr, c'est je pense être fidèle à qui elle était. C'était quelqu'un d'optimiste, c'était quelqu'un qui aimait vraiment la vie. Je ne peux pas imaginer une seconde que cette personne m'aurait prescrit entre guillemets, tu vois, qu'elle m'aurait dit, écoute, tu as 35 ans, il faut que tu vives seul, il faut que tu élèves nos enfants seul, il ne faut pas que tu te marres, etc. Je ne peux pas l'imaginer une seconde, tu vois. Et moi, si je devais disparaître demain, je ne peux pas imaginer ce genre de choses pour les gens que j'aime. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, ça serait fondamentalement égoïste. Je le suis, mais pas autant que ça. Et donc, tu es devenu coach. Et je suis devenu coach. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et tu écris des livres, dont aussi des romans à clé. C'est quoi un roman à clé ? Oui, j'ai vraiment ces deux activités parce que tu vois, écrire des livres, pour moi c'est important. C'est pas juste un support à une activité de coach, comme pas mal de gens le font, et c'est très bien. Hein. Je me vis vraiment comme écrivain, raconteur d'histoire. Une personne avant-hier, un lecteur m'a dit il y a un truc que j'aime avec ce que vous faites dans l'écriture, c'est que vous êtes un raconteur d'histoire que je lis, on va dire, aussi facilement que du Musso, mais avec un univers qui transmet des valeurs, qui transmet à chaque fois un message assez fort. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de maintenir, tu vois, dans l'écriture. Alors, un roman à clé, en tout cas le roman à clé qu'on a fait, parce qu'on est deux, j'ai un co-auteur pour ce roman à clé qui s'appelle Carmen de Wassège. Moi, j'ai écrit la partie roman. Le livre se décompose en deux parties. Donc, le roman, et puis ce qu'on appelle le livre des clés après, qui est une partie, on va dire, théorique, mais qui se veut à la portée de tous. Donc, le roman décrit de manière classique, comme un roman, la valse étourdissante de l'industrie pharmaceutique et comment, si tu veux, depuis les années 60, l'industrie pharmaceutique a fait main basse sur le domaine de la santé et a créé une industrie de la maladie. Et comment, aujourd'hui, on est dans cette industrie de la maladie plutôt que dans un système de santé. Comment du coup on a des scandales comme Mediator, Diane 35, enfin etc. Pas la peine d'en faire plus que ça. Il décrit aussi comment on pourrait faire autrement, parce que justement comme je suis un optimiste, je critique quand j'ai des idées aussi, tu vois, quand j'aime pas les casseurs, je suis pas là juste pour démolir, ça m'intéresse pas. Donc là c'est la partie roman. La partie clé, quant à elle, en fait, elle explique comment on peut devenir un peu plus maître de sa vie et éviter la manipulation. Le titre du livre c'est Autopsie d'une manipulation. Donc tu vois, c'est comment ça se fait que parfois on prête le flanc à la manipulation, nous. C'est différent de ce qui s'est fait pas mal en fait sur la manipulation qui est, tu sais, genre les manipulateurs sont parmi nous, attention, protégez-vous, il y a des méchants qui sont là-bas, nous on est les gentils, il faut qu'on fasse attention. Non là c'est pas ça, je pense que les choses sont bien plus complexes que ça. Donc l'éclairage c'est plutôt, si on fait pas certaines choses, si on prend pas soin de ses besoins, si on s'occupe pas de notre intériorité, il se peut que nous tombions dans la manipulation, que nous soyons à certains moments manipulateurs ou que nous soyons à certains moments manipulables. Comment on peut éviter ça ? Et du coup, comment on peut grandir et donc du coup devenir un peu plus maître de sa vie. Donc ça, c'est un véritable cheminement de développement personnel qui est proposé au lecteur dans cette deuxième partie, avec des ponts avec le roman.
C'est-à-dire que tu vois, tu lis le roman, ensuite tu lis ce parcours dans le livre des clés. Et le livre des clés explique, à travers les personnages, à travers le roman, ce qu'il veut dire, ce qui se joue. Voilà, exactement. On en vient au bonheur. Donc tu parles beaucoup du bonheur dans ce livre que j'ai lu. Est-ce que tu as des clés justement, puisque tu fais des romans à clés, est-ce que tu as des clés ou des choses que tu as compris dans la vie qui t'ont aidé à être plus heureux ou qui sont selon toi maintenant avec le recul essentielles pour aller vers plus de bonheur? Oui, quelques-unes. Une des clés déjà, tu vois, c'est une clé zéro, on va dire. C'est d'éviter de chercher tout le temps la définition du bonheur. Parce que je crois qu'on s'entendra jamais là-dessus, quoi. Mais tu me dis ça à moi, mais ça va pas. Pas de définition, genre. Enfin, c'est ma croyance. Je vois pas comment trouver une définition, parce que par définition, justement, le bonheur est propre à chacun. C'est un sentiment intérieur, quoi. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça fait des années qu'il y a des études dans le monde sur les pays les plus optimistes où les personnes se sentent les plus heureuses. Tu sais probablement que la France, quand elle n'est pas bonne dernière, elle est dans les 10 derniers pourcents. Or, on est censé, par la vie qui nous entoure, il y a un vieux proverbe qui dit « heureux comme Dieu en France ». Ça veut dire quelque chose, quoi. Heureux comme Dieu en France. Tu vois ? Et pourtant, on est globalement plutôt pessimiste, pas si heureux que ça, etc. Donc on voit bien la subjectivité du bonheur. C'est vrai pour un collectif, mais c'est vrai pour une personne. C'est en ça que je dis définition bof, quoi. Je pense qu'on peut tourner autour, et en effet on peut donner des clés, peut-être des conditions. Évidemment les clés, moi je ne les ai pas inventées, elles viennent des Grecs anciens, des philosophes, etc. Et je dirais qu'une première clé qui est assez facilement atteignable aujourd'hui, c'est de choisir de voir plutôt les belles choses. On a un choix énorme autour de nous, chaque seconde on enregistre des milliards d'informations. Est-ce qu'on choisit de s'orienter plutôt vers ce qui ne va pas ou plutôt vers ce qui va bien? Ça c'est quand même quelque chose qu'on peut décider. Donc je te renvoie à la question de... oui mais ça c'est se leurrer, c'est de ne pas être réaliste, c'est vouloir se dire oui je vais bien, tout va bien. Je sais plus vraiment, enfin si je sais, être réaliste pour moi aujourd'hui c'est pas dire ce qui est. Parce que l'univers est tellement riche en informations que on fait un choix, tu vois, on trie les informations par rapport à ce qui est vraiment important pour nous. En tout cas, on peut faire ce choix. Autrement dit, pour moi, être réaliste, c'est surtout être conscient qu'on est subjectif. C'est pas être plus proche de la vérité. Du coup, dans cette première clé, l'idée, c'est pas pour moi de savoir si on a raison ou si on a tort. C'est de choisir ce qui est bon pour nous. Et à la limite, quelqu'un qui se nourrit de négatif et qui est heureux, tant mieux. À mon avis, c'est juste un peu compliqué parce que si tu regardes les infos tous les soirs et puis que tu écoutes les infos à la radio, etc., et puis que tu regardes toute cette actualité et puis que tu laisses entrer en toi ce qu'on appelle actuellement le friends bashing, c'est-à-dire le dénigrement systématique de tout ce qui se fait en France, ça devient très très compliqué d'avoir de la joie en soi. Ça devient vraiment difficile. C'est vrai. Donc c'est salvateur à un moment donné de se dire je me coupe de ça, et puis 2, je m'oriente vers quelque chose de plus positif. Tu sais, tu as le fameux 3 kiffs par jour par exemple, là, qui a fait un succès colossal il y a quelques années. Voilà, exactement. Tout simplement, ce genre de choses qui viennent évidemment de la psychologie positive. On peut presque se rééduquer d'une certaine manière. Alors oui, j'ai conscience que ça paraît hyper simpliste. Et le jour où ma mère verra cette émission, je peux te dire qu'elle va rigoler parce que elle qui me disait quand j'étais gamin, le bonheur c'est toi qui le choisis, moi je trouvais ça justement très simpliste. Et puis j'en arrive à prôner la simplicité, mais parce que je crois que c'est une des clés pour le monde d'aujourd'hui. On doit aller vers plus de simplicité, de mon point de vue. C'est une revanche de toutes les mamans qui nous disent des trucs qu'on n'écoute pas quand on écoute. De toutes, je sais pas, mais de la mienne probablement. C'est l'expérience en fait. On peut nous dire, c'est aussi ça la limite de ce qu'on fait ici, de transmettre des clés, c'est tant qu'on les a pas vécues dans sa chair, j'ai envie de dire, des fois c'est que du blabla. Absolument, je suis complètement d'accord. Et puis en plus, me vient une pensée qui va aller dans ton sens, c'est que c'est une clé, mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut pas voir. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis tombé aussi un peu dans un piège, c'est que je me suis rendu compte que dans ma personnalité, il y a cette hyper positivité. Je suis vraiment un hyper optimiste. Et comme en plus j'ai surmonté un drame monstrueux en me vendant tous les jours qu'à l'avenir ça serait mieux, j'en ai fait une habitude de vie. Ouais. À l'extrême, c'est pas si bon que ça non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi dans une forme de gesticulation où on n'est pas vraiment dans le présent à toujours se dire que ça va aller mieux. Tu vois, il y a une sorte de paradoxe dans l'histoire. Le deuxième piège qui est là-dedans, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter de voir certaines difficultés. Il faut accepter d'aller dans les émotions négatives. Il faut accepter de faire certains deuils.
Sinon, on est dans une fuite permanente. Et ça, j'ai dû les faire après, parce que je ne l'ai pas compris tout de suite. Je l'ai compris grâce à ce que la vie a depuis mis sur mon chemin. Donc, je livre vraiment comme une clé, qui est une clé pour aller vers un peu plus de sentiments de bonheur. Ça ne veut pas dire se limiter à ça. Et puis, c'est pas la seule clé, parce que j'en ai 2 autres, si tu les veux. Si on a encore le temps. Attends, je réfléchis. Oui. La deuxième, c'est que le bonheur peut venir que de l'intérieur. Et la troisième, parce que j'aimerais bien commenter les deux en même temps. Oui, mais je vais en parler en même temps, t'inquiète pas. Donc la deuxième, c'est que le bonheur ne peut venir que de l'intérieur et pas de l'extérieur. En aucun cas. Ça vient pas de la possession, ça vient pas de l'argent, ça vient même pas de l'autre. Ça vient pas de l'amour que donne l'autre. Si à l'intérieur je suis pas prêt pour ça, ça peut pas fonctionner. J'ai vraiment acquis cette conviction. Et celle-là, par contre, j'en dérogerai pas. J'y mets pas de bémol. Les choses matérielles ou les autres peuvent nous aider. Ça peut être des pièces, mais ça ne peut pas créer. Je ne peux rien faire pousser sur du macadam, quoi, d'une certaine manière, tu vois. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu préparé. Et ça, c'est l'intérieur. Et puis la troisième, qui pour moi va de pair, c'est que c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant et c'est pas plus tard. Tu sais, c'est la fameuse phrase, on ne sait pas trop à qui l'attribuer. Alors, je ne sais pas si c'est le Dalai Lama, si c'est le Bouddha ou qui sais-je, toutes ces belles personnes, ou Confucius, mais cette fameuse question qu'on aurait posée au Bouddha, quel est le chemin du bonheur? Il aurait répondu, il n'y a pas de chemin du bonheur, c'est le bonheur qui est le chemin. C'est un truc qui est difficile à comprendre pour nous autres occidentaux, parce que c'est tout à fait dans la pensée orientale, mais c'est l'idée selon laquelle le bonheur, il est là. Si je me mets sur le chemin, j'y suis, point. Et si je me dis c'est au bout du chemin, si je me dis c'est quand, 3 petits points, c'est si, 3 petits points, c'est juste impossible. Parce que c'est sans fin. Donc je vais me conforter dans un cercle vicieux où je vais bugger. Si je me dis que c'est une fois que je serai marié, vu que ce système, je l'ai accepté, ce système de fonctionnement interne, je vais me dire c'est une fois que j'aurai des enfants. Une fois que j'aurai des enfants, c'est une fois qu'on sera au soleil. Et puis une fois qu'on sera au soleil, ce sera une fois que les enfants seront partis parce qu'on n'en peut plus. Et puis c'est une fois qu'on sera en retraite, et puis etc. Et puis c'est une fois qu'on vivra au Guatemala ou que sais-je. C'est sans fin. Donc c'est maintenant ou c'est pas. Et le problème, c'est que notre société occidentale, sur ces 3 points, nous propose quand même juste l'inverse. Premier point, plutôt voir le positif. Regarde ce qui se passe. La société est quand même pas mal bâtie sur le négatif et sur la peur. Surtout en ce moment, la peur. Et pourquoi la peur? Pourquoi les choses ne changent pas? Plus on m'envoie de la peur, plus je suis content au moins d'avoir un peu un travail, etc. Et je veux rien changer. Donc la société est pas mal basée aujourd'hui sur la peur et sur le négatif. Elle nous blinde de négatif. La peur du manque. La peur du manque, exactement, en lien avec les 2 autres points. 2 autres points, c'est-à-dire message sous-entendu par la société, allez consommer, achetez une deuxième maison, achetez une plus grosse voiture. Sous-entendu, vous serez plus heureux. Et surtout, allez chercher ces choses-là à l'extérieur. Et quand vous les aurez, ça ira mieux. Tu vois, donc, choisir le chemin du bonheur, d'où le titre de ce petit manifeste du rebelle engagé, pour moi, c'est une forme de rébellion contre ces messages qui sont acceptés à peu près par tout le monde, qui ne sont pas annoncés, mais qui sont en filigrane de cette société, je crois. Mais on sent quand même, c'est vrai que moi avec ce que je fais, je rencontre plus de gens comme ça, mais je sens vraiment un changement, une effervescence, beaucoup de gens qui incarnent de nouvelles valeurs. Oh oui. Ça fait du bien. Ah oui, bien sûr, parce que je reste hyper optimiste, c'est-à-dire qu'il y a une émergence, il y a notamment, tu sais, les phénomènes des créatifs culturels, je suppose que tu connais ça, qui existent un peu partout, tous ces gens qui sont dans ce mode de pensée, qui se croient isolés, qui sont stupéfaits de découvrir qu'ils ne sont pas isolés du tout, que là, ça grossit. Donc je suis vraiment hyper optimiste là-dessus. Je pense que, comme dit Pierre Rabhi, qui est un de mes maîtres absolus, Pierre Rabhi. Absolu. Ah ouais, c'est un petit monsieur, mais c'est un grand bonhomme, un grand homme. Je ressens la même Oui, chose. vraiment, il éclaire ma pensée. Il a guidé mon écriture autour du petit manifeste du rebelle engagé, justement, tu vois. Comme il le dit, je pense qu'on a vraiment besoin de réenchanter le monde et la vie. C'est là-dedans que moi j'ai envie de m'inscrire, participer à ça. Et participer aussi à une autre chose qui décrit ce besoin du monde de faire un saut de conscience. Et je crois qu'il est en train de se faire, ce saut de conscience. Il n'est pas encore fait, mais c'est en marche, on est sur le chemin. Merci beaucoup. Merci à toi, Joanna. On va gambader dans cette place qui est pas très connue de Paris. Extraordinaire. Il y a l'hôpital Saint-Louis, on est au centre de l'hôpital Saint-Louis. Ah oui, tu m'avais dit au téléphone, mais je ne m'attendais pas à ça, j'avoue que là... C'est chouette, hein. C'est des extraordinaire. petits endroits cachés de Paris qui sont vraiment délicieux. Merci et à très bientôt. Merci à toi, Joanna, c'était un grand plaisir avec toutes ces prises.